Bonjour. Aujourd'hui, je viens vous lire une lettre que j'ai envoyée à la ministre de la Fonction publique, Annick Girardin, le 7 décembre 2016. Voilà. Je vais vous la lire. Victime depuis plus de 10 ans de la corruption qui gangrène la ville de Béziers, autant dans la fonction publique que dans les milieux judiciaires et affairistes, je tiens à vous alerter des méthodes mafieuses couvertes par certains fonctionnaires pour avoir dénoncé un couple de magistrats prévaricateurs. Corruption au sein du système judiciaire, dont je subis encore aujourd'hui les conséquences par des pressions, intimidations diverses, menaces de mort et 2 incendies criminels de mon entreprise. En 2015, je dénonce dans 3 livres l'affaire de Ville, Une région sous la pieuvre et Autopsie d'une enquête, les malversations d'un couple de magistrats, le couple de Ville, et d'un réseau local de francs-maçons affairistes qui protègent ce couple. En 2007, le départ de mon affaire démarre par le vol de mon brevet pour faire cesser une saisie-contrefaçon engagée contre la société Foulon, dont le gérant est un ami très proche de Brigitte Deville, vice-présidente du TGI de Béziers, qui intervient à titre personnel en faisant pression à 2 reprises sur Maître Dalmier, huissier de justice à Béziers. C'est bien sûr un abus de pouvoir et une tentative d'influence caractérisée. Patrice Deville, avocat général à la Cour d'appel de Montpellier, tentera d'étouffer localement mes différentes plaintes contre son épouse, avec l'appui de Patrick Maté, procureur de Béziers, et celle de Bernard Legras, procureur général de Montpellier, avec bien sûr la ferme intention de me faire taire par tous les moyens. Mais très vite, mon affaire prendra une autre ampleur. En effet, en 2011, 12 magistrats, exaspérés par le comportement tant personnel que professionnel de ce couple de Ville, me feront des révélations fracassantes sur 18 affaires de corruption impliquant à chaque fois ce couple de magistrats, qui n'ont rien à voir, bien sûr, avec mon affaire, et qu'ils auraient d'ailleurs dû dénoncer eux-mêmes. Ils auraient dû appliquer l'article 40, mais ils ne l'ont pas fait, par peur, peut-être. En septembre 2011, je dépose plainte contre Brigitte Deville au Conseil supérieur de la magistrature. Et le 28 octobre 2012, pour montrer le vrai visage de ce couple de magistrats, j'envoie le détail des 18 affaires de corruption avec le détail de ce que m'a écrit et dit chaque magistrat. Les faits reprochés au couple de Ville que j'ai transmis au Conseil supérieur de la magistrature sont d'ordre judiciaire. Alors là, il y en a beaucoup. Abus de pouvoir, tentative d'influence, délit d'initié, escroquerie à l'assurance, écoute illégale, conflit d'intérêts, construction illicite, détournement de biens publics, enrichissement illicite, projet immobilier en Camargue avec l'affaire de l'Alhambra, faux en écriture publique également, fiscale, fraude fiscale, donation déguisée, dissimulation de plus-value, non-déclaration de personnel, travail non déclaré, artisan, gardien, jardinier, fraude qui se monte pourtant à plusieurs centaines de milliers d'euros. En avril 2013, j'apprends que les enquêteurs de la brigade financière et de l'inspection générale des services judiciaires ont très rapidement découvert que leur investigation dépassait largement le cadre de mon affaire, qui était de la sanction disciplinaire, mais relevait de multiples délits d'initiés, d'affaires financières et de faits de corruption, par le biais d'un réseau influent, que je nomme la franc-maçonnerie, c'est une réalité, où l'on retrouve toujours les mêmes personnes, et ce depuis une trentaine d'années. Hommes politiques, élus locaux, dont certains en charge de l'urbanisme, fonctionnaires, agents du fisc, promoteurs immobiliers, sociétés de travaux publics, avocats, huissiers, notaires, experts judiciaires, ainsi qu'un grand nombre de magistrats. Les pressions et les menaces vont s'accélérer pour ma famille et moi. En effet, certains de mes informateurs convoqués au Conseil supérieur de la magistrature subiront des pressions par le couple de Ville, dont Christophe Dalmier, huissier, Jacques Amiel, expert judiciaire, Henri Beck, magistrat, ainsi que mon avocat, maître Olivier Bans, et quelques autres. Lors des enquêtes, 30 magistrats ont été entendus, et par la suite, 22 magistrats seront mutés, dont certains mis à la retraite anticipée, voire forcés. Il semblerait qu'il y ait eu une volonté discrète de remettre un semblant d'ordre. Concernant les magistrats impliqués dans mon affaire, le Conseil supérieur de la magistrature a sanctionné à titre
Disciplinaire, Brigitte Deville, rétrogradée comme simple conseillère à la Cour d'appel de Montpellier. Patrick Maté, muté à Paris à l'inspection générale des services judiciaires. Patrice Deville et Bernard Legras ont été mis en retraite anticipée forcée, mais discrète. En février 2014, je suis convoqué au Conseil supérieur de la magistrature pour confirmer mes révélations sur le couple de ville. Immédiatement après, ma famille et moi subirons des tentatives d'intimidation et pressions diverses pour me faire taire. Menaces de mort réitérées à mon encontre ainsi qu'à ma fille, par Patrice Deville. En avril 2014, je subirai 2 incendies criminels qui ont détruit mon entreprise, donc mon outil de travail, pour 930 000 euros. Voilà le préjudice. Ainsi victime d'incendies criminels, je me retrouve pourtant accusé de prétendues menaces de mort sur le couple de magistrats que je poursuis. Accusation qui sera démentie par le secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature. L'ancien procureur Maté, l'ancien procureur général Legras et le couple de ville ont monté de toutes pièces un dossier pour justifier mon arrestation abusive. Ces méthodes sont récurrentes de la part de ces 4 magistrats. J'ai d'autres exemples. Ce dossier est l'arbre qui cache la forêt pour justifier mon incarcération abusive de 16 jours. Le couple de ville va même utiliser la complicité servile du Midi Libre pour asseoir leur affirmation, me salir et me ruiner. Le but est de discréditer toutes mes révélations les concernant, pourtant confirmées par 12 magistrats et jamais contestées. Après une première enquête volontairement bâclée par le parquet de Béziers pour couvrir les commanditaires de mes incendies, mes 2 incendies criminels n'ont toujours pas été instruits, malgré ma plainte contre X du 19 mai 2015. Le nouveau procureur Calvé semble faire preuve d'inertie autant que son prédécesseur. Aucun juge n'a été nommé. Mon affaire serait-elle embarrassante en haut lieu? La volonté de couvrir les commanditaires de mes incendies, qui semble évidente, dépasse maintenant la cour d'appel de Montpellier. Sinon, comment expliquer que le Conseil supérieur de la magistrature n'a jamais remis à mon avocat le dossier complet des enquêtes sur le couple de ville, ni les auditions de tous les magistrats qui ont confirmé l'ampleur de leur malversation, alors qu'il est capital pour connaître la vérité et me faire reconnaître comme victime. Au total, mes préjudices depuis 11 ans sont de 2 347 000 euros. C'est pas une paille quand même. Le couple de ville reste vraisemblablement intouchable, car il n'y a aucune sanction prise par rapport aux délits d'ordre judiciaire et financier. Serait-ce une volonté collective, une mauvaise foi générale, une omerta corporative, ou pire, l'État lui-même qui couvre les agissements de hauts magistrats? Pourquoi? Quel secret cache-t-il? Quelles affaires sensibles ont-ils couvertes? Affaires de mœurs? Autres affaires financières? Peut-être de pédophilie? J'ai quelques pistes. Rien non plus sur les 200 000 euros versés par Christian Porte au couple de ville en mai 2011. Rien du tout. C'est tout à fait normal qu'un couple de magistrats reçoive 200 000 euros d'un promoteur immobilier. Rien non plus sur les constructions illicites en Camargue, de plusieurs appartements, dans une zone protégée. Aucun permis de construire, rien. Rien sur l'acquisition et les travaux non déclarés dans leur château de la Prep, autour de Béziers. Rien sur la donation déguisée à leur fils, se montant quand même à 200 000 euros. Rien sur le train de vie du couple sur 30 ans, qui par exemple en 2015 dépense 21 000 euros par mois pour un revenu mensuel de 13 000 euros, soit plus de 190% de leur revenu. Ce qui fait quand même un excès de 8 000 euros par mois, et donc par an 96 000 euros. Rien non plus sur la plus-value de 750 000 euros à la résidence luxueuse de l'Alhambra, résidence au centre de Béziers à côté des arènes. Le patrimoine, si on calcule, le patrimoine actuel du couple de magistrats est de 5 500 000 euros. Quand on fait le calcul sur leur revenu, qui est facilement contrôlable, toute leur carrière, ils devraient être éventuellement propriétaires d'un patrimoine maximum de 970 000 euros par rapport à leurs revenus. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un écart de 546%. Cherchez l'erreur. Rien non plus sur les 800 000 euros empruntés au Crédit Agricole Mutuel en 2014. Le taux d'endettement, normalement,
c'est de 33%. Donc un banquier ne prête pas. Là, bizarrement, si les banquiers ont fait leur travail, à partir du moment où vous faites un prêt de 800 000 euros, j'ai les documents remboursables sur 10 ans, ce qui fait un crédit mensuel de 8 151 euros. Lorsque l'on gagne 13 200 euros, ben on est à un taux d'endettement de 62%. Aucun banquier prête normalement. Le 5 septembre dernier, lors d'un procès au tribunal de Béziers, j'ai donné le nom des commanditaires présumés de mes 2 incendies criminels en disant « Je suis convaincu que Christian Porte et son associé Patrice Deville ont un lien avec mes 2 incendies criminels du 29 et 30 avril 2014. Je les soupçonne d'en être les commanditaires et d'être couverts depuis le début par la justice. » Pourquoi je suis convaincu de l'identité des commanditaires présumés de mes incendies? Tout simplement parce que tous les faits, les indices, les intérêts communs ramènent encore au couple de ville et à leur associé Christian Porte. Et également les acteurs qui m'ont approché ou tenté de m'intimider et qui ont été parfaitement identifiés pour utiliser la violence contre moi sont bien à chaque fois des proches de Christian Porte et de Patrice Deville. En 2011, je relève que Christian Porte, promoteur immobilier, verse 200 000 euros à Brigitte et Patrice Deville et qui se retrouvent par la suite associés avec eux dans une affaire immobilière en Camargue pour un montant de 2 millions d'euros. Là, je parle de magistrats, un couple de magistrats. Dès 2013, voyant que le couple de ville n'arrive pas à me faire taire en se servant du milieu judiciaire, Christian Porte utilisera des personnes du milieu du grand banditisme pour faire pression sur moi. En mars 2014, Christian Porte devient le trésorier du député Eliabou, qui a l'ambition d'être le maire de Béziers. Et donc, Christian Porte finance sa campagne. Au même moment, Patrice Deville, toujours avocat général, se retrouve sur la liste électorale à Aigues-Mortes et se dit, soi-disant, spécialiste en urbanisme, tout simplement pour organiser et valoriser leurs projets immobiliers communs. Mais pendant ces élections, le journal Marianne révèle l'affaire de la Camargue, qui crée un vrai scandale et compromet l'avenir juteux de cette opération immobilière. Faut-il rappeler que la déontologie veut qu'un magistrat ne doit jamais s'associer avec une personne susceptible de se retrouver un jour face à lui. Immédiatement après cet article, je subirai la détérioration de mon véhicule, plusieurs menaces faites par des proches de Christian Porte et 2 incendies criminels de mon entrepôt. Bizarre. Le binôme Porte de Ville remonte à plus de 30 ans. De toute évidence, ils se sont rencontrés lors d'un procès au début des années 80. Unis par une ambition commune démesurée, ils ont très rapidement senti leur potentiel d'entraide réciproque, nourri par une rage de réussir. Grâce à l'appui de Brigitte et Patrice Deville, Christian Porte a pu monter plus sereinement les marches périlleuses du palais, tout au long de sa carrière. Mais toute gloire a sa rançon. Un jour ou l'autre, il faut payer la facture, ou plutôt sa dette. Donc dans cette période, des années 80 à aujourd'hui, le couple de ville s'est enrichi anormalement. Et en parallèle, Christian Porte a une progression professionnelle aussi importante. En 2015, je sortirai 3 livres pour révéler le vrai visage des protagonistes. Pour le second livre, Christian Porte initie une série de 6 référés avec l'appui d'un réseau de francs-maçons pour tenter de faire retirer mon livre de la vente, afin que les malversations du couple de ville ne soient pas révélées au grand public, ainsi que son implication dans la fameuse affaire de la Camargue et les 200 000 euros versés à Brigitte et Patrice Deville. Ainsi, pour la première fois, il se met en avant pour protéger ses amis et associés, et bien évidemment ses intérêts personnels. Malgré tous ses efforts, il perd. Furieux, il va faire appel à ses relations douteuses, parfaitement identifiées, issues du milieu du grand banditisme pour tenter de me faire passer à tabac à plusieurs reprises. Puis son fils Fabien Porte, président du MEDEF de Béziers, patron de 3 magasins But, accompagné de Michel M., président du tribunal de commerce de Béziers et assureur, vont eux aussi voir des individus du milieu du grand banditisme pour me faire passer à tabac. Et ça, le 9 mars 2015. Le fils protège le père qui protège le couple. Tout ce petit monde est protégé par le milieu du grand banditisme local et couvert par le milieu judiciaire, également local. Après mon dépôt de plainte en mars 2015, un policier prenant ces menaces au sérieux me prêtera un gilet pare-balles. Charles Puig, vice-procureur, après mon premier incendie, m'indiquera que le nom de Christian Porte a déjà été cité à plusieurs reprises dans le passé, lors de 3 incendies criminels.
En 2014, Christian Porte, en voulant mettre en place Elie Abou à la mairie de Béziers, qu'il perdra, ambitionne déjà de voir son fils devenir le premier magistrat de la ville en 2020. Mais le père impliqué dans l'affaire de Ville sait qu'il peut compromettre les ambitions du fils, Fabien Porte, qui vise d'abord le fauteuil d'André Deljari, président de la Chambre de commerce de Montpellier, qu'il perdra d'ailleurs en novembre dernier. Voilà. Pour accéder plus tard à celui de Robert Ménard, maire de Béziers. Ainsi, Christian Porte se voyait déjà tirer les ficelles de la cité en place à son fils, en maîtrisant le milieu du grand banditisme local, les notables véreux, les hommes d'affaires corrompus, les hommes politiques complaisants et certains magistrats prévaricateurs. Il n'y a pas qu'en Corse qu'il y a des parrains. Mon avocat maître Bance m'indique le 9 août dernier, quelques jours avant le procès du 5 septembre au tribunal de Béziers, que Fabien Porte avait dit à un de ses proches qu'il serait prêt à me donner 500 000 euros afin que je ne parle plus de la famille Porte et des incendies, pour protéger son père et ses propres intérêts. Lorsqu'on est prêt à donner 500 000 euros, c'est que l'on reconnaît sa propre culpabilité ou celle d'un proche. Cette dernière est un élément majeur qui devrait permettre d'ouvrir enfin une nouvelle enquête sur mes incendies criminels et arrêter les commanditaires de mes 2 incendies. Devant le nombre important de témoignages de victimes du système judiciaire, après l'apparition de mes 3 livres, je décide de créer l'association des victimes des dérives du système judiciaire, qui lutte contre la corruption qui gangrène le milieu judiciaire de la région de Béziers. Et plus, je l'apprendrai plus tard. Dans l'affaire de Ville, les enquêteurs de la brigade financière et de l'inspection générale des services judiciaires ont mis en évidence que les investigations relevaient de multiples délits, d'initiés, d'affaires financières et de faits de corruption, par le biais d'un réseau local, franc-maçon, influent, où l'on retrouve toujours les mêmes personnes, élus locaux, fonctionnaires en charge de l'urbanisme, promoteurs immobiliers, sociétés de travaux publics, notaires, experts judiciaires, ainsi que plusieurs magistrats. Les victimes de l'association font le même constat et retrouvent dans leurs différentes affaires toujours les mêmes personnes et toujours les mêmes magistrats. Sans ce noyau dur, la corruption ne pourrait pas s'installer durablement et certaines affaires douteuses pourraient être stoppées. Un huissier de Montpellier, lui-même victime des mêmes magistrats, Patrice Deville et Bernard Legras, fournit à l'association divers documents dans lesquels il écrit en s'adressant au procureur général Legras. Intéressant. Depuis votre arrivée à Montpellier en 2007, je vous ai adressé plusieurs courriers comportant des accusations graves sur des pratiques inadmissibles. La dernière en date est restée lettre morte et dès lors je m'interroge que vous ne cessiez de procéder au classement sans suite des affaires et entraviez le travail de la justice et que vous ne répondiez pas parce que finalement ce système mafieux ne vous dérange pas. Cela m'inquiète, dit-il, et me révolte. Et en d'autres lieux et d'autres époques, avec vous, les morts pourraient encore voler et la fraude fiscale et sociale prospérer. C'est pas moi qui le dis, c'est l'huissier de Montpellier. Les honnêtes gens peuvent s'inquiéter quant aux escrocs en col blanc ou pas, ils peuvent dormir tranquilles en Languedoc-Roussillon. Dans ces mêmes documents, on retrouve Patrice Deville, qu'il accuse d'avoir couvert des affaires financières, immobilières et commerciales. Exemple, un extrait. Avec M. Deville, maître Laurent-Marie Fourier peut dormir tranquille et continuer à vendre des appartements alors que son associé Roger Almela Charpentier est sous curatelle renforcée et malgré cela gérant de la SCI Micheline au mépris des textes. Avec M. Deville, maître Laurence-Marie Fourier peut déposer des demandes d'aide juridictionnelle et les obtenir en faveur de son associé Roger Almela Charpentier, que ce dernier perçoit depuis octobre 2002 une rente mensuelle d'invalidité d'un montant de 5 000 euros, sans que personne ne s'en étonne. À ce jour, plus de 700 000 euros. Toutes les victimes de l'association constatent que malgré les mutations de 22 magistrats en 2014, suite à mon affaire, les dossiers sont toujours à la traîne, voire étouffés ou classés sans suite. Donc c'est le changement dans la continuité. Pourtant, ces affaires concernent des faits graves, blanchiment d'argent, détournement de succession, affaires de mœurs, affaires financières, où l'on retrouve toujours les 4 mêmes magistrats, Brigitte et Patrice Deville, Patrick Maté et Bernard Legras, toujours le même noyau dur. Un 4e livre est en cours d'élaboration.
Pour revenir à mon affaire, aucune date de jugement n'a été fixée concernant mon incarcération abusive, et pour cause, car le Conseil supérieur de la magistrature sera bien obligé alors de rendre public son rapport complet sur le couple de ville. Et l'administration judiciaire sait parfaitement que je ferai citer plusieurs magistrats, policiers, gendarmes, huissiers, fonctionnaires et victimes de ce même couple, dont le témoignage prouvera la culpabilité du couple de ville, de Bernard Legras et de Patrick Maté, dans le dossier qu'ils ont monté de toutes pièces par des arguments fallacieux pour me faire incarcérer et surtout me faire taire. À ce jour, aucune enquête réouverte sur mes incendies, toujours rien sur les commanditaires de mes incendies, pourtant connus de tous. Rien sur les plaintes pour menaces de mort contre ma fille et moi par Patrice Deville. Rien sur les menaces à mon encontre faites par des gens du milieu du grand banditisme, proches de Christian Porte, pourtant connus, j'ai donné leur nom. Rien sur l'acharnement que je subis depuis 2007 pour tenter de me faire taire. Aucune inculpation du couple de ville, malgré les accusations graves des 12 magistrats, ne soit jamais, bien que aucune inculpation du couple de ville, malgré que les accusations graves des 12 magistrats ne soient jamais démenties. Un nouvel élément revient sur le début de mon affaire. Ce 26 octobre, je reçois une lettre anonyme, certainement d'un policier du commissariat de Montpellier, accompagné d'un dossier de 23 pages qui dit « Monsieur, en classant des dossiers au bureau, j'ai trouvé des documents 6 juin. J'ai lu vos 3 livres sur l'affaire de Ville, que j'ai appréciés car vous dénoncez les abus que s'autorisent certains hauts fonctionnaires et la corruption. Après enquête, ce monsieur Pierre Desclos est maintenant responsable de la trésorerie de Carmont et rajoute « Vous devriez envoyer ce dossier à Bercy et à son directeur dans le Tarn, monsieur Galvin, et à la presse. Ce dossier contient plusieurs plaintes de madame Valérie Armengaud, contrôleur principal des impôts à Montpellier, épouse de Pierre Desclos, inspecteur principal, actuellement responsable de la trésorerie de Carmont dans le Tarn, contre son mari. Le 18 août 2016, sa femme dépose plainte contre lui pour usage de faux en écriture. Il a contracté plusieurs prêts en écrivant et signant à la place de son épouse. J'ai les documents, j'ai la preuve. Le 3 avril 2014, avec la complicité d'un employé de la banque SMC, Société Marseillaise de Crédit. Le 31 août 2016, elle redépose plainte contre son mari pour harcèlement moral, agissement répété ayant pour objet une dégradation des conditions de travail portant atteinte aux droits et à la dignité, à la santé et à l'avenir professionnel. Voies de fait et violence, menaces par téléphone. Il dit vouloir la fracasser, la tuer et l'abattre professionnellement. Voilà ce dont est capable un fonctionnaire. Voilà le comportement d'un haut fonctionnaire qui gère l'argent public. Le faux en écriture est puni de 30 000 € d'amende et 2 ans de prison. En 2009, Pierre Desclos, inspecteur principal, chef de la 4e division des impôts de Béziers, déjà soupçonné d'avoir reçu 5 000 € en espèces lors de mes 2 contrôles fiscaux, ainsi que 4 collaborateurs, agents du fisc, qui ont perçu également la même somme, a été jusqu'à ce jour protégé par la justice et surtout couvert par sa direction, les finances publiques de l'Hérault. Aujourd'hui, va-t-il enfin tomber pour corruption, menace réitérée contre son épouse, faux en écriture? On ne peut pas laisser gérer l'argent public par un tel personnage qui ne respecte pas la loi. Il doit être jugé, condamné et surtout écarté de la fonction publique. J'espère que ces nouvelles révélations permettront de revenir sur ces 5 agents du fisc et qu'enfin justice se fasse. Pour revenir à mon affaire, je tiens à préciser que 91 personnes ont été utilisées contre moi pour me faire taire et me ruiner, soit 50 personnes du système judiciaire, dont 36 sont des membres avérés de réseaux maçonniques, 27 fonctionnaires aux ordres et enfin 14 personnes du milieu du grand banditisme biterrois. Cela montre qu'il existe bien à Béziers des relations incestueuses entre le milieu judiciaire, milieu politique, milieu des affaires, le milieu du grand banditisme, pour protéger un couple de magistrats, prévaricateurs, et leurs associés promoteurs immobiliers sulfureux. Cela rappelle des temps peu glorieux, entre les années 50 et 80, où l'État utilisait des barbouzes, des membres du SAC, actuellement 1000, le milieu du grand banditisme et le milieu des proxénètes pour régler des affaires sensibles. Aujourd'hui, ces réseaux sont toujours utilisés, mais à des fins privées, impliquant toujours un grand nombre de fonctionnaires. En tout cas dans mon affaire. Récemment, les médias parlaient de l'affaire Cahuzac, où 600 000 € ont été camouflés avant de prendre ses fonctions de ministre.
Depuis, il a été écarté de ses fonctions, jugé et condamné, alors que dans l'affaire de Ville, je dénonce un couple de magistrats qui, par ses malversations sur 30 ans, s'est enrichi à titre personnel de plus de 6 millions d'euros. Preuve à l'appui, au détriment de centaines de victimes qui ont été ruinées par des décisions de justice arrangées. Que je sache, ce couple n'a jamais été mis en examen. Cela est anormal. Les coupables, les responsables et les complices doivent maintenant répondre de leurs actes devant la justice. En ces temps de bouleversements économiques et sociaux, où toutes les valeurs morales sont bafouées, l'État doit impérativement redonner confiance à ses citoyens et combattre la corruption qui gangrène notre société. D'ailleurs, à la télévision, on n'entend pas du tout, on n'entend aucun homme politique parler de corruption. On n'entend aucun homme politique parler de réseaux maçonniques complètement corrompus, qui ont gangréné et vérolé en partie le milieu judiciaire. Beaucoup de témoignages de victimes de réseaux maçonniques, des dizaines et des dizaines qui me contactent et qui me racontent leur affaire et qui me parlent toujours de réseaux maçonniques. Je vais vous donner encore un exemple d'une lettre que j'ai reçue, c'est pas vieux, le 3 janvier 2017. Un policier de Nice, on va l'appeler Pierre. Voilà comment sa lettre. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 pages. Monsieur, comme vous le savez, après mon appel téléphonique, je me suis intéressé à vos commentaires sur Internet. J'ai été très sensible à vos paroles et à votre vécu, puisque moi-même j'ai été, et je le suis encore, exposé à ce même genre de personnes, au même réseau sectaire. Mon affaire personnelle débute depuis fort bien longtemps, en tant que policier, depuis juillet 2008. Au cours de l'été, un officier et son second sont venus dans mon bureau afin de m'inviter à rentrer dans la franc-maçonnerie, la loge du Grand Orient. Devant mon refus catégorique, l'homme m'a rétorqué mot pour mot que je ne me ferai jamais d'amis ici. Je ne vous lis pas tout. En juillet 2011, j'ai subi des pressions incessantes dans ma vie professionnelle et dans ma vie privée. Harcèlement de mon fils dans son école. Également, après mon accident de moto, quelque peu douteux, j'ai reçu des pressions téléphoniques. Cette pression a continué par la suite, et toujours en compagnie de mon fils. Nous avons été continuellement harcelés dans notre vie privée, dans la ville de Nice, en nous visant avec un appareil photo, par des messages au second degré. Mon intervention à l'IGPN, à côté de Nice, en donnant plusieurs noms, probablement organisateurs de ces méfaits, a permis mon intégration dans une division judiciaire, un poste à hauteur de mon grade, et a pratiquement fait cesser ces agissements. Je suis chef de groupe. Je pense être surveillé en permanence par mon administration. Ce monsieur est un OPJ, c'est-à-dire un officier de police judiciaire, chef de groupe. Je pense être surveillé en permanence par mon administration, sur Internet, par téléphone. Mes tests ou mes constatations me le confirment. Il y a beaucoup à dire aussi sur cette société dont la technologie sert et dessert. La dictature règne sur notre pauvre République. Par ceux qui s'emploient à utiliser leurs compétences, leur pouvoir de police judiciaire, mais aussi des matériels sophistiqués mis à la disposition sans la moindre restriction pour certains, puisqu'ils font partie de ces réseaux mafieux. C'est lui qui l'écrit, c'est pas moi. C'est un policier, en fonction. À l'heure actuelle, je pense vraiment être sous totale surveillance, de manipulation à mon travail, de pression après l'envoi de courrier, voire de représailles, comme récemment, suite à des entretiens téléphoniques avec certaines personnes vivant la même chose. Il est clair que je dérange l'administration depuis longtemps, maintenant, et malgré plusieurs agressions commanditées, d'accidents provoqués. Et il termine, voilà monsieur, je me suis permis de faire un long courrier résumant au mieux cette vie de plusieurs années, un combat comme vous le faites. Ce que j'ai traversé, et vous le savez, m'a fait perdre conscience de ce que certains hommes de loi sont capables d'exécuter, ce que certains services sont capables d'oublier dans leur mission première, ce que certains magistrats se permettent de prononcer au détriment des victimes et bannissent toute véritable justice républicaine, véritable et seul rempart
à la corruption de notre pays. J'adhère donc à votre association en parfaite cohésion à vos idées de résistance et ses mouvances sectaires aspiratrices de toute liberté individuelle, contraire aux aspirations de toute personne digne de vouloir transmettre nos valeurs. Voilà, je vous ai donné là l'exemple de quelques fonctionnaires du milieu judiciaire qui n'en peuvent plus de toutes ces pressions et de ce réseau maçonnique qui a complètement infiltré le milieu judiciaire. J'ai envoyé cette lettre donc à la ministre de la fonction publique pour l'informer de ce qui se passe sur Béziers, en expliquant que ça se passe aussi ailleurs, mais moi je maîtrise uniquement Béziers, et j'ai envoyé copie à 49 administrations d'État, Premier ministre, Conseil d'État, ministre des Finances, de la Justice, de l'Intérieur, des différents procureurs, voilà, certains médias, voilà, 49. Voilà, j'en ai terminé pour la lecture de cette lettre à la ministre de la fonction publique que j'ai envoyée le 7 décembre 2016.